Oh, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce soir. J'ai vraiment trop hâte pour cette session qui nous attend. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On a ce soir un Zoom de dingue qu'on a prévu depuis un petit moment et j'ai vraiment trop hâte. Alors, ce soir, on va pouvoir parler de plein de choses. On va parler d'émotions. Quel grand mot! Ça a fait peur à certains. Il y en a qui se sont dit, moi, je viens pas à un Zoom qui parle d'émotion. Oh là là, ça me fait peur. On va parler de croyances, on va parler de peur. Je pense que c'est des sujets super intéressants pour chacun d'entre vous ici et que vous allez pouvoir tous repartir avec énormément d'outils, énormément de choses pour vous. Donc, j'ai trop hâte. Alors, pour nous parler de tout ça, on a ce soir la meilleure. Elle s'appelle Samantha. Elle est sophrologue, elle est coach et mentor et elle a créé également un programme complet pour les femmes, pour les aider à devenir leaders de leur vie. Programme dans lequel j'interviens en tant que coach santé. Donc avec Sam, c'est une longue histoire parce que je l'ai suivi d'abord pour son propre objectif. Et ensuite, oh là là, il s'est passé tellement de choses et donc on collabore depuis ce temps et on fait plein de choses ensemble. On a plein de projets dont celui de pouvoir également vous aider sur ce genre de thème. Donc, je suis ravie que tu sois là avec nous, Sam. Je te laisse la parole, je te laisse la soirée et je te confie toutes ces personnes. Super, merci Anaïs. Bonsoir à toutes. Alors du coup, on a un public majoritairement féminin. Est-ce qu'on a un homme ou pas par là ou non? Que je sache si je parle au féminin ou si je parle en mixte. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis vraiment ravie d'intervenir sur cette masterclass émotion. Et effectivement, c'est un petit peu ma spécialité. Vous allez voir que, surtout nous les femmes, nous avons plein de méandres émotionnels qui, pour autant, sont quelque chose de naturel. Donc, c'est ce que nous allons voir durant cette masterclass. Donc, déjà, dites-moi si vous êtes prête et si le sujet vous passionne, les émotions. Faites-moi des petits pouces, faites-moi des... Ouais, trop cool. Bon, je vois des petits visages que je connais déjà, comme Charlène, comme Rina, super. Charlotte aussi. Bon, je n'ai pas toutes les vignettes en apparence, mais ça va être parti pour la soirée. Du coup, Anaïs, tu veux que je partage mon écran? Est-ce qu'on démarre tout de suite? Tu peux y aller, Sam, écoute. Allez, c'est parti. On n'attend pas, on passe à l'action, nous. Parfait, en pleine énergie masculine, j'adore. Allez, parfait, je partage mon écran. Alors, je ne maîtrise pas la technique, je préfère vous prévenir, donc s'il y a des petits bugs techniques, voilà, c'est pas de mon âge, hein, tout ça, voilà. Disons-le. Alors, je me mets en diaporama et c'est parti. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Super, parfait. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui apparemment a été abordé par plusieurs personnes auprès d'Anaïs sur les émotions. Donc, ce soir, nous allons voir les émotions qui vont être à notre service. Donc, les émotions au service de nos objectifs personnels et professionnels et comment vous en servir dans votre quotidien. Et voilà, ça ne marche pas. Alors, c'est bon. Alors, tout d'abord, il est important de préciser que les émotions ne sont pas vos ennemis. Pourtant, on pourrait croire que ça l'est parfois parce qu'elles nous empêchent de faire certaines choses. Donc, il y a une petite phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, qui est « Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir d'une émotion. Celui qui est maître de soi peut étouffer un chagrin aussi aisément qu'inventer un plaisir. » Donc, ça veut dire qu'on peut être totalement maître de soi. Seulement, il y a des petites nuances et on va véritablement voir si c'est véritablement une histoire de faiblesse et si c'est véritablement une histoire de maîtrise. Donc, déjà, les émotions, il faut comprendre. Donc, ça va être le sommaire. Les émotions, la base, c'est les comprendre pour désamorcer celles qui nous bloquent. Ensuite, il a été question de passer à autre chose rapidement. Je crois qu'Anaïs, c'est ça qu'on t'a demandé. Comment faire pour se reconcentrer rapidement et passer à autre chose? Et surtout,
garder le cap sur le long terme et rester motivé. Donc, il sera de question peut-être aussi un peu de persévérance. Mais nous allons voir tout ça pendant cette conférence. Donc déjà, je me présente un petit peu. Donc, qui suis-je? Donc, je suis Samantha Mas, sophrologue, hypnothérapeute et coach. Tout d'abord, je suis une femme. Pour l'instant, personne ne m'a encore appelé monsieur, mais sait-on jamais, ça peut arriver un jour ou l'autre. Je suis également maman de deux petits bonhommes, petits, 14 et 8 ans, je ne sais pas si on peut dire encore petits. Je suis également une entrepreneuse et je suis fondatrice du cabinet SophroMind, donc cabinet de sophrologie et d'hypnothérapie, et de l'accompagnement Fame 360, qui est un accompagnement exclusivement pour femmes, dédié à toutes les sphères de vie, parce que nous, les femmes, on aime bien gérer toutes les sphères de nos vies en même temps. Donc, toute première question, qui n'a jamais ressenti une émotion? C'est une question sérieuse. Levez la main, qui n'a jamais ressenti une émotion? Je suis rassurée, personne ne lève la main. Qui s'est déjà laissé déborder par une émotion? Ah, là, je vois un petit peu plus de mains levées. Cool. Et hop, qui s'est déjà senti tellement démuni face à une émotion qu'il est resté figé ou bloqué sans savoir comment réagir? Et là, eh oui, eh oui. Et c'est bien là, ce soir, qu'on va essayer d'agir. On va essayer de désamorcer un petit peu tout ça. Donc, déjà, si vous avez répondu à toutes ces questions, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes humaine et humain, comme nos chers amis Bogdanov, paix à leur âme, bien sûr, mais ils étaient du coup humains. Donc, 3 choses absolument à savoir pour tout ce qui va concerner les émotions. Déjà, une émotion, c'est différent d'un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose que l'on ressent, donc c'est conscient. Une émotion, elle, en général, il y a un élément extérieur qui arrive et ça arrive sur votre corps, voilà, de manière sournoise et insidieuse, et boum, ça arrive comme ça. Donc, c'est inconscient. D'accord? Donc, la grosse différence entre le sentiment et l'émotion, c'est que le sentiment est conscient, l'émotion est inconsciente. Donc, par définition, nous ne pouvons absolument pas maîtriser une émotion. C'est très important. On ne peut pas maîtriser une émotion. Et, petite chose en plus, une émotion, ça ne dure qu'une seule seconde. Alors qu'on pense, qui ne pense pas qu'une émotion, ça peut perdurer dans le temps? Qui n'a jamais ressenti cette fameuse tristesse ou ces fameuses émotions qui perdurent dans le temps et qui, pour autant, en fait, n'ont duré qu'une seconde? Donc ça, c'est une des 3 choses à savoir, c'est que c'est différent d'un sentiment, que ça ne peut pas se maîtriser, c'est impossible, c'est un mécanisme inconscient et ça ne dure qu'une seule seconde. Par contre, il y a d'autres choses qui se passent qui vont être générateurs d'émotions. Donc, pour bien les comprendre, une émotion, c'est uniquement un signal d'alarme. C'est comme si vous aviez un petit warning qui s'allumait à l'intérieur. D'ailleurs, en général, on a une manifestation physique. Quand il y a un élément extérieur, boum, ça arrive. En général, dans le ventre, une petite boule au ventre, ça peut être aussi le cœur qui s'accélère, ça peut être une petite boule dans la gorge, la bouche qui s'assèche, peu importe, on a une manifestation physique et c'est uniquement un petit signal d'alarme qui vous dit attention, attention, vous avez besoin de quelque chose. Donc, une émotion, elle est uniquement là pour vous indiquer que vous avez un besoin à nourrir. C'est aussi simple que ça. Donc, nous avons 4 émotions principales. Donc, on les connaît à peu près toutes. La joie, la tristesse, la colère, la peur. Donc, ça, c'est les 4 émotions principales. Nous en avons bien évidemment plusieurs. La frustration, la culpabilité, la jalousie, tout ça là. Mais ce sont uniquement des mélanges de ces 4-là. Donc, si nous arrivons à désamorcer. Alors, la joie, on n'a pas envie de la désamorcer. Donc, si nous arrivons à désamorcer la tristesse, la colère et la peur, déjà, on a tous les leviers nécessaires pour désamorcer toutes les autres émotions.
Si on comprend l'émotion, qu'on la nourrit et qu'on l'exprime, elle disparaît. Donc, attention, donc ça paraît assez simple, d'accord ? Quand on a peur de quelque chose, admettons, on va démarrer par la tristesse. De quoi on a besoin lorsqu'on est triste ? Quand on n'a qu'à regarder des enfants pour ça. Quand vous voyez un enfant qui se met à pleurer et qui court dans les jupons de ses parents, qu'est-ce qu'il vient chercher ? Vous pouvez marquer dans le chat. Alors moi, j'ai marqué réconfort, mais il n'y a pas que ça. Alors, je n'ai pas accès au chat. Si j'ai accès au chat, hop, parfait. Oui, tout à fait, Charlotte. Il va avoir besoin, surtout pas Inès. Alors, Charlotte, oui, il va avoir besoin d'un câlin. Non plus de sécurité. C'est très intéressant tout ce qui se passe. C'est bien qu'on fasse cette conférence. On va pouvoir désamorcer plein de choses. Donc, un enfant, quand il est en pleurs et qu'il va vers ses parents, il a besoin, oui, d'amour. Ça, c'est l'émotion en grande générale. On va voir ça après. Mais on va avoir besoin d'être réconforté, câliné, consolé. Et parfois, c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive, de solitude. Donc ça, c'est notre besoin de base. On a besoin d'être réconforté, câliné, consolé et parfois seul. De quoi a-t-on besoin lorsqu'on a peur ? Donc là, j'ai vu que c'était un petit peu cité. Si par exemple, vous avez très, très, très peur des serpents et que je vous balance un serpent sous le nez, vous avez besoin de quoi ? Vous avez fortement besoin qu'il n'y ait plus de serpents. Donc, soit vous avez besoin que j'enlève le serpent et que je vous protège, ou alors que je vous rassure sur le fait qu'il n'est pas venimeux, que ça va bien se passer, que je vais le prendre en charge, que tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une émotion de sécurité. Quand on a besoin de sécurité, d'être rassuré, d'être protégé, c'est de la peur. OK ? Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Donc, du coup, c'est très intéressant déjà quand on a vu dans le chat que pour la tristesse, on avait besoin de sécurité. Alors là, du coup, ça va être intéressant parce qu'on va parler d'émotions inconscientes et de blessures de l'enfance. Ensuite, alors la colère. Alors, je vois une petite gorgée d'eau. Alors, la colère, c'est une émotion qui est un petit peu plus difficile d'accès pour nous les femmes. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Mais la colère, c'est une émotion ultra importante. Imaginez-vous un repas de famille, un repas de Noël, par exemple. Il y a tonton Gertrude, tati Gertrude, tonton Marcel qui sont là. Et il y a le merveilleux sujet politique qui arrive sur la table. Et là, tout le monde a un petit peu son avis sur le sujet. Ou alors le sujet du Covid. Ça peut être un bon exemple aussi. Donc, il y a ce fameux sujet qui arrive sur la table et là, tout le monde a un petit peu son avis sur le sujet. Et vous aussi, vous avez votre avis sur le sujet. Et là, du coup, ça monte un petit peu le ton. Hein. Tonton Marcel dit non, mais c'est comme ça que ça doit être. Et puis Gertrude, elle dit non, c'est comme ça. Et puis votre maman, elle dit non, c'est comme ça. Là, et puis vous aussi, vous avez votre avis sur la question. Et à un moment donné, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire oh. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire oh quoi ? Vous allez dire oh. Écoutez-moi, comprenez-moi, entendez-moi, écoutez ce que j'ai à dire. C'est une émotion de respect et de reconnaissance. Alors, quand on dit stop, c'est qu'on a peut-être peur du conflit. Donc, ça, c'est pareil, petite émotion bloquante. Intéressant, Mylène. Ou Kim, plutôt. Du coup, la colère, c'est une émotion qui est véritablement importante parce que c'est une émotion d'être. C'est l'émotion qui nous reconnaît. On a besoin d'être reconnu en tant qu'être humain. C'est notre besoin d'importance. C'est notre besoin on a ce sentiment d'exister. Donc, c'est véritablement important la colère. Et pour autant, nous les femmes, la majorité, on a du mal à aller dans la colère, à se mettre en colère. Ce n'est pas quelque chose qui est très naturel chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Sauf si on est en énergie masculine. Et là, c'est un autre sujet qui va arriver un petit peu plus tard. Donc, la colère, c'est une émotion qui est très importante. C'est l'émotion d'être. Et ensuite, la joie, ça, c'est facile. La joie, on a besoin de partage. Donc ça, c'est très simple.
Voilà, c'est facile, on partage. Je suis contente de te voir, c'est facile. Quand une personne qui va voyager, par exemple, seule à l'étranger, si elle n'a personne pour le partager, ben, elle va justement moins être dans la joie. C'est pour ça que les personnes qui voyagent seules connectent beaucoup avec des personnes avec qui elles vont pouvoir parler, avec qui elles vont pouvoir connecter, ou alors appeler les gens qui sont dans leur pays voilà, pour leur raconter ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elles ont vu, etc. Parce que c'est une émotion de partage. On a absolument besoin de partager quand on est en joie. La colère est une énergie de distance qui éloigne la personne de nous, donc parfois on peut l'exprimer car ça ne correspond pas à notre besoin de proximité. Très intéressant, Elisabeth. Très intéressant. On pourra passer peut-être à une session de questions-réponses. La colère peut rapprocher. Mais c'est hyper intéressant. J'adore. Donc, ensuite, est-ce que c'est OK pour tout le monde sur nos besoins de base? La joie, c'est un besoin de partage. La tristesse, c'est un besoin de réconfort. La colère, c'est un besoin de reconnaissance. Et la peur, c'est le besoin d'être rassuré. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super. Maintenant, attention. Il y a aussi des manifestations d'émotions inconscientes. Alors, on va avoir 3 émotions inconscientes qui existent. On a les émotions déplacées. Elles sont à la fois sexuées et éducationnelles. Je vous donne un exemple. Quand on est petit garçon, petite fille, et que... alors, je fais une généralité, bien sûr. Hein. Là, on est sur une généralité. Petit garçon, petite fille. Peut-être que le petit garçon, s'il se met à pleurer et qu'il va courir dans les jupons de ses parents, on va lui dire « Hé, oh, hop, 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 hé, oh, t'es un bonhomme. Allez, t'es fort. Sèche tes larmes. Allez, t'es un bonhomme. Sois fort. Arrête de pleurer. » Du coup, le petit garçon, il voit que quand il pleure, ça ne marche pas. On ne vient pas nourrir son émotion. La petite fille, elle, quand elle se met en colère, on lui dit « Bouh, t'es pas belle. Ah non, 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 va dans ta chambre. Tu reviendras quand tu seras calmée. Bouh, t'es pas belle quand tu te mets en colère. Va te cacher. » Du coup, la petite fille, elle va voir que quand elle se met en colère, ça ne marche pas. On ne vient pas nourrir son émotion. Le petit garçon, lui, quand il se met en colère, on va lui dire « Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Mais qu'est-ce qui se passe? Exprime-toi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis à papa, dis à maman. » Donc, le petit garçon va voir que quand il se met en colère, ça marche. Et la petite fille, quand elle va se mettre à pleurer, on va lui dire « Qu'est-ce qu'il y a, ma poupée? Viens faire un câlin à papa, viens faire un câlin à maman. Allez, viens. » Donc, la petite fille, elle va voir que quand elle pleure, ça marche. Et les émotions, ce sont des besoins, c'est un besoin vital d'être pris en charge, cet amour, justement. Donc, les enfants ne sont absolument pas bêtes et c'est surtout un mécanisme de survie. C'est à ce moment-là qu'on va apprendre à déplacer une émotion. C'est-à-dire qu'on va exprimer une émotion à la place d'une autre. C'est pour ça qu'en grande majorité, les garçons ont beaucoup plus de mal à pleurer qu'à se mettre en colère. Et les femmes ont beaucoup plus de facilité à pleurer qu'à se mettre en colère. Ou alors, fameuse crise d'hystérie. On pleure de colère. Mais ça, c'est autre chose. Donc, est-ce que ça, c'est compris pour l'émotion déplacée? Donc, on exprime une émotion à la place d'une autre. Faites-moi des petits pouces, ça me va aussi. Hein. Top. Donc, ça, c'est l'émotion déplacée. C'est une émotion inconsciente. C'est quelque chose qui se met en place tout petit, dès l'enfance. Ensuite, nous avons les émotions élastiques. Alors, les émotions élastiques, il y a les émotions à la fois positives et négatives de l'émotion élastique. La version sympa de l'émotion élastique, c'est un petit peu la Madeleine de Proust. Quand vous vous baladez dans la rue, vous sentez l'odeur d'une crêpe et vous dites « Ah tiens, ça me rappelle les crêpes de ma grand-mère. » Et là, vous avez en fait un petit élastique du passé. Hop, quelque chose qui revient. C'est souvent lié au sens. Le côté un petit peu moins fun des émotions élastiques, c'est peut-être que quand vous étiez petite, un jour, à l'école, y a une petite fille qui vous a fait un croche-patte, vous êtes tombé par terre, elle vous a donné un coup de pied, ça vous a fait mal, elle s'est moquée de vous à ce moment-là, et puis tout le monde s'est mis à rire, tout le monde s'est moqué de vous, puis elle a dit « Ah, 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 t'es tombée, nanana !» Vous avez super mal, vous êtes par terre. Ce jour-là, cette petite fille, elle s'est moquée, elle avait un t-shirt rouge, et elle vous a regardé avec un regard très précis. Ça fait 20 ans, 30 ans, vous avez totalement oublié ce passage-là.
Et vous êtes avec une amie, vous croisez un groupe d'amis à elle et elle vous présente, tiens, je te présente machin, machin, machin. Et là, dans le groupe, dans le lot, il y a une femme avec une robe rouge et elle vous regarde avec exactement ce même regard que cette personne il y a 20 ans auparavant. Et là, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça peut être très furtif, des larmes qui montent, ou en tout cas, vous ne le sentez pas. Il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas vraiment explicable. C'est ce qu'on appelle des traumas. C'est des petits traumatismes. Je suis gentille sur l'exemple. On peut aller beaucoup plus loin sur des exemples d'agression ou d'accident. Une personne qui a eu un accident de voiture, par exemple, dans une voiture noire, un jour, sans prévenir, sans crier gare, un jour, on peut lui dire, tiens, rentre dans ma voiture, la voiture, elle est noire. Ah non, non, c'est bon, je vais rentrer à pied. Mais ce n'est pas explicable à ce moment-là. C'est juste une sensation physique. Donc, c'est des petits traumas, pareil pour un viol, hein, ça peut être problématique. Donc, c'est une émotion qui a été stockée quelque part dans l'hypothalamus, là, quelque part, dans le cerveau limbique, et qui, du coup, n'a pas été traitée et reste présente. Est-ce que c'est OK pour ça? Donc, ça, c'est juste une émotion élastique, comme un élastique. Ça peut se traduire dans les cauchemars. Alors, non, les cauchemars, c'est vos amis. Les cauchemars, les rêves, c'est merveilleux parce que c'est la manifestation inconsciente justement de vos émotions et ça permet d'évacuer quelque chose que vous n'avez pas évacué de manière consciente. Donc ça, c'est magique, les rêves. Si vous faites des rêves qui sont très émotionnels, vous avez l'impression d'y être, que vous êtes dedans, c'est génial. Vous pouvez les remercier parce qu'en fait, ils vous aident à évacuer un trop-plein. Si on fait des cauchemars par rapport au traumatisme, c'est que le traumatisme est toujours là. Et c'est que ton corps, en fait, ton inconscient cherche à sortir ça. Donc, c'est très bien. C'est génial. Ce n'est pas agréable, mais c'est génial. Donc, justement, venons justement au trop-plein. Ensuite, il y a la troisième émotion inconsciente, c'est ce qu'on appelle les collections. Les collections, c'est « Ah, tant mieux, Chloé ». C'est bien, c'est des petites claques de prise de conscience qui sont salvatrices en général. Donc, les collections, c'est... Je fais un dessin. Les collections, c'est... Est-ce que vous voyez comment on fait la collection des cartes Pokémon un petit peu? Vous voyez, c'est des albums photos, là, enfin des albums avec des interstices de cartes en plastique et on vient ranger ces cartes, ou des albums Panini pour celles qui ont mon âge. Voilà, on vient ranger de manière impeccable toutes ces cartes dans les petits interstices de cartes. Une collection de timbres, exactement. Toutes les histoires de collection, bien rangées proprement. Les collections, c'est un petit peu pareil. Les collections, c'est je suis triste, mais non, je ne le dis pas, je ne le montre pas, je le garde. Je suis en colère, mais allez, souffle, ça ira mieux demain. Ça ne sert à rien de s'énerver pour ça. Je suis triste, mais non, je suis forte. Je suis en colère. J'ai peur, mais non, je ne vais pas le regarder. Je suis triste. Je suis en colère. Allez, souffle. Demain est un autre jour. Ça ira mieux. Allez, on se calme. On y va. Etc. 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 Je garde. Je garde. Je garde. Jusqu'au jour où, vous avez une copine qui vous dit, est-ce que tu peux... Non, voilà, vous dites à votre copine, est-ce que tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Elle, pour rire, elle dit, oh non, tu te démerdes. Et là, vous pétez un câble. Mais pourquoi tu ne me passes pas le sel? Non, mais ça va, je plaisante. Non, le sel est devant toi, pourquoi tu fais ton intéressante maintenant et pourquoi tu ne me passes pas le sel? C'est pas compliqué, il est devant toi. Non, mais ça va, je rigole, tiens, le sel. Non, j'en veux pas de ton sel. C'est bon, pourquoi tu fais ça? Et là, c'est parti. Non, mais c'est bon, calme-toi. Mais non, je ne me calme pas. C'est toujours comme ça avec toi, de toute façon. Et blablabla, et là, c'est parti. Donc, c'est moi, ça. Du coup, là, c'est ce qu'on appelle, du coup, bien sûr, la copine va vous dire, mais ma chérie, n'importe quoi, tu es en train de péter un câble pour du sel. Bien évidemment, vous ne pétez pas un câble pour du sel. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Donc ça, c'est les collections. Les collections, c'est tout ce que vous gardez en vous et que vous n'exprimez pas. Donc, bien évidemment, toutes les émotions déplacées, toutes les émotions élastiques sont collectionnées. Sinon, ce n'est pas rigolo. Donc, nous avons toutes ces petites collections. Alors déjà, qui voit de quoi je parle? Est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste? Chouette, chouette, cool. Vous êtes humaine, c'est bien. Et pour ceux qui ne gardent rien, tant mieux, tant mieux. C'est intéressant cette question. Tu gardes rien? Jamais? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, on en discutera peut-être à la fin, s'il nous reste un peu de temps. Donc, ça, c'est attention, c'est les émotions inconscientes. Donc, la première chose à faire pour ne pas collectionner et pour être OK, en fait, pour gérer au mieux ces émotions, il y a une seule et unique question qui va pouvoir vous aider à reconnaître une émotion. La toute première étape, c'est reconnaître votre émotion. Et la seule et unique question qui va vous aider à ça, c'est... Alors, il faut que je ferme le chat. Hop. Non, ça ne marche toujours pas. Voilà. De quoi j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc, ça demande à prendre un petit peu de recul. Déjà, le premier conseil, à ne jamais être en réaction. C'est-à-dire, il y a une émotion qui arrive, c'est « OK, de quoi j'ai besoin ?» Et est-ce que j'ai besoin d'être réconfortée? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnue? Ça demande un vrai entraînement. Parce que je vous donne un exemple. On le fait rapidement parce que ce n'est pas le sujet complètement ce soir de la gestion totale des émotions, mais je vous donne un exemple. Par exemple, quand la jalousie, par exemple, quelqu'un vous trompe, en fait, on va avoir cette réaction de dire « Ah, mais c'est dégueulasse, c'est pas normal, il ne me respecte pas, etc. » Mais si on est très, 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 très honnête avec soi-même, ce n'est pas en fait la seule et unique émotion qu'il y a derrière. Parce que pourquoi on n'a pas envie qu'il nous trompe? Parce que simplement, on a très peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y a tellement d'amour, tellement de peur, mais c'est beaucoup plus facile de partir dans l'ego et dans la réaction de manque de respect, blablabla. D'accord? Donc, voilà. Donc, une émotion n'est bloquante que si vous refusez de la voir. Donc, la vérité vraie va libérer toutes ces émotions-là. Donc, maintenant, parlons justement des peurs. J'ai commencé à amorcer un petit peu la chose. Donc, nos peurs, nos freins, nos excuses. Que ce soit la procrastination, que ce soit l'évitement, que ce soit le déni, que ce soit les retours en arrière, tous sont totalement drivés par nos peurs inconscientes. L'ego, donc notre mental, joue un rôle prédominant dans ces peurs, ainsi que notre cerveau, car il veut simplement nous protéger. Le rôle unique de l'ego, de notre mental, c'est de nous protéger et de nous laisser dans notre confort, dans ce qu'il connaît. Donc, c'est votre ego. Ça peut être un ami. Ce n'est pas forcément un ennemi. Par contre, il peut parfois ne pas nous servir. Donc, ce n'est pas lui qui gère. Donc, parfois, l'ego, le mental, va mettre en branle plein de pensées qui, du coup, vont être génératrices d'émotions désagréables. Parce qu'il se met en mode reptilien, il se met en mode protection. Donc, que doit-on faire lorsqu'on a un frein enclenché? Donc, il faut comprendre qu'une des plus grandes émotions bloquantes, dans 90% des cas, c'est la peur. Ce sont toutes nos peurs. Il en existe plein. J'en ai cité quelques-unes. Il en existe plein. Peur du conflit, peur du rejet, peur d'être faible, peur d'être imparfait, peur de l'échec, peur de la solitude, peur de la trahison, peur d'être critiqué. Si, par exemple, on a un post à faire sur les réseaux sociaux et qu'on procrastine à le faire, c'est qu'il y a peut-être une peur derrière. Qu'est-ce que les gens vont dire?
c'est quoi la critique? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un petit peu le mécanisme? Donc, il y a toujours une peur derrière. 90% des cas. Ça fait beaucoup, hein? On est d'accord, ça fait énormément de choses. Donc, je vous ai pris un exemple, le syndrome de l'imposteur. Il est clairement dû à nos peurs. Pourquoi est-ce qu'on me choisirait moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qui suis-je pour me placer en expert ou donner des conseils? Et ça, c'est drivé par la comparaison et par l'impression de se sentir inférieur. Donc, c'est drivé par la peur de ne pas être à la hauteur, drivé par la peur de la critique. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc, on est clairement drivé par la peur du regard des autres. Et ça peut être la peur d'être imparfait, parce que dans notre enfance, donc ça vient vraiment de l'enfance. C'est-à-dire que peut-être dans notre enfance, je ne sais pas, on était en 2e ou 3e position, il fallait suivre les frères et sœurs et voilà, il ne fallait pas trop faire de vagues, il fallait quand même être gentil. On nous a répété, allez, sois gentil. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette petite? Oh là là, elle est vraiment parfaite. Elle ne s'énerve jamais, elle est mignonne, elle est machin. Là, il y a de fortes chances que vous grandissiez avec ce syndrome de l'enfant parfait. Et du coup, ça va être très compliqué de venir vous affirmer, de placer votre autorité et du coup, simplement, de mettre vos limites, vos valeurs en exergue, simplement de vous placer, de prendre votre place. Parce qu'on a peur de ne pas être parfait. Est-ce que ça parle, ce type d'exemple? C'est OK pour vous? Chouette. Donc, c'est toutes ces pensées-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, les émotions, elles ne sont pas conscientes à la base. Elles sont inconscientes. Par contre, toutes les pensées qu'on va générer vont être déclencheuses de ces émotions-là. Si par exemple, vous avez le syndrome de l'imposteur, il y a un indice qui est très fort, c'est la procrastination. Si vous avez peur du regard des autres, la procrastination est un très, très bon exemple. C'est-à-dire que vous allez dire oui, ça j'ai à faire. Vous n'allez pas forcément traiter les priorités des priorités. Et vous allez remettre au lendemain. Ça, je peux le faire demain. Ça, j'aime pas trop. Oh, je n'ai pas envie. Oh, je ne suis pas motivée. Oh, je suis fatiguée. Et là, on va se trouver plein d'excuses. Plein d'excuses par uniquement la peur. Parce que juste, notre cerveau, notre ego veut nous laisser dans notre confort et pas nous confronter à notre peur. Donc, c'est gentil de sa part. Mais ça n'aide pas, surtout quand on a des objectifs pro. Donc, les freins, certains des freins, ça vient des peurs, donc un mécanisme inconscient, plus les croyances qui y sont associées. Donc, je crois que vous connaissez un petit peu le terme de croyance, mais on va quand même le rappeler. Il y a 2 types de croyances qui existent. On a les croyances limitantes et positives. Et elles jouent un rôle déterminant dans absolument tous les résultats que nous obtenons dans la vie. Donc, une croyance, pour vous remettre le schéma en tête, une croyance, ça démarre par exemple, admettons, j'ai la certitude, donc ça démarre par j'ai la certitude que, je suis persuadée que, je crois fermement que. Donc, admettons, moi, pour la conférence de ce soir, je me dis, foulala, j'ai la certitude que ça va mal se passer, je ne me sens pas à la hauteur, hein, j'ai une peur derrière. Je suis sûre que ça va mal se passer, je ne le sens pas. Ça, c'est mon excuse, je ne le sens pas. Donc, du coup, je vais avoir une attitude préalable. Quand je vais venir me présenter, je vais peut-être être un peu sur la réserve, voilà, pas trop à l'aise, etc. Donc, ensuite, on va rentrer dans la conférence et je vais vous voir toutes sur vos vignettes et je vais avoir une première perception de l'environnement. Tous les regards se tournent vers moi et là, j'interprète. Ah mon Dieu, ah ben voilà, s'il faut, voilà, ils ne me trouvent pas compétente, voilà, ils n'aiment pas mes lunettes, voilà, s'il faut, ils ne vont pas aimer ce que je vais dire, j'interprète. De toute façon, ça se voit dans leurs yeux, ils ne m'aiment pas. Du coup, ça va me mettre dans un état émotionnel interne, pas forcément agréable. Du coup, mon comportement va être pas forcément génial. C'est-à-dire que peut-être que je vais être beaucoup plus sur la réserve, je vais peut-être pas dire ce que j'ai envie de dire, voilà, je vais être dans la crainte, je vais me sentir peut-être agressée quand on va dire quelque chose.
Donc voilà, je fais ma conférence, mais pas avec énormément d'entrain. Résultat perçu par les autres. Vous faites un retour, Anaïs. Bon, tu sais, Anaïs, ta copine, ça n'a pas l'air d'être trop son truc, hein, les conférences. Ouh là là, c'est pas l'air ça. J'interprète le résultat. Ah, ben tu vois, j'étais pas à la hauteur. Voilà, c'est... Voilà. Je savais que ça allait mal se passer. Conclusion. Je savais que ça allait mal se passer. Il faut savoir qu'une croyance, un mécanisme de croyance se renforce avec le temps. C'est un mécanisme de renforcement dynamique et on fait du plus de la même chose. Donc, peut-être que si Anaïs me repropose une conférence dans une semaine et que celle-ci, j'ai fait la conclusion que voilà, je savais que ça allait mal se passer. Du coup, peut-être qu'elle va me dire, tu peux... Ah ben non, franchement, Anaïs, je suis sûre que ça va être pire. Ça va être pire. En plus, tu m'as mis le stress avant la conférence. Affreux. Je suis sûre que ça va être pire. Donc, je pars avec la certitude que ça va être pire. Je vais avoir une attitude préalable qui va être encore plus réservée. Quand on va allumer la salle de conférence, que je vais revoir des personnes de la première session qui vont me regarder, je vais avoir la première perception, je vais interpréter tout de suite, ah ben voilà, les personnes qui ne m'ont pas kiffé la première fois, ça va être un enfer. Ça me met dans un état émotionnel désagréable. Mon comportement va être encore plus fermé. Le résultat perçu, tu sais, mais je ne suis pas sûre que c'est son truc. J'interprète le résultat. Non, mais voilà. De toute façon, c'était comme ça. Conclusion, je te l'avais dit que c'était pire. 3e semaine, tu refais une conférence. Ah non, mais là, jamais 203. Et là, du coup, mon attitude préalable va être encore plus fermée. Quand je vais arriver dans la salle de conférence, mon interprétation va être encore pire de vos regards, mon état émotionnel encore plus négatif, mon comportement encore plus négatif, résultat perçu par les autres, conclusion, etc. Et donc, je renforce la croyance de départ. D'accord? C'est comme ça que fonctionne une croyance. Je vous donne un autre exemple d'une croyance, parce que c'est un mécanisme qui peut aussi être généré dans l'enfance. Si par exemple, vous étiez, petite fille, je ne sais pas, vers 3-4 ans, et que vous êtes passé à côté d'une table et que vous avez, sans faire exprès, renversé le verre. Et on vous a dit, dis donc, Charlotte, tu es maladroite quand même. Du coup, il faut voir le cerveau. Il faut voir le cerveau comme une petite montagne de neige toute vierge, toute blanche. Oh, mon Dieu, pardon. J'ai mon chat qui va me tenir compagnie. Du coup, voilà, il faut imaginer votre cerveau comme une petite montagne de neige toute fraîche, toute blanche, toute neuve. Et vous êtes le petit skieur en haut quand vous venez au monde. Et on va vous dire une première fois, t'es maladroite quand même. Hein. Donc, la première fois, vous tracez une petite trace de ski. Voilà, vous descendez une première trace de ski, vite fait comme ça. Et puis, peut-être que quand vous avez 8-9 ans, vous allez à l'école et puis vous trébuchez sur une pierre et vous renversez votre cartable. Et là, vos parents vous disent « Oh là là, t'es maladroite quand même, franchement, pas possible ça !» Du coup, vous allez retracer une deuxième trace de ski sur la même trace que la première. Ça ne se voit pas encore beaucoup, hein. Première, deuxième trace, ça va. Et puis peut-être que quand vous avez 15 ans, vous êtes au collège et puis il y a votre prof d'espagnol, vous, sans faire exprès, vous renversez votre trousse et là, elle vous dit « Ah, non, ça suffit, hein, t'es maladroite !» Et bien là, vous allez retracer sur la même trace, une trace de ski. Du coup, là, vous allez enfoncer la marque et vous avez créé ce qu'on appelle une connexion neuronale. Ce qu'on appelle une croyance. Et vous avez 20 ans, vous êtes avec des personnes et vous tapez dans un truc et là vous dites « Non, vous inquiétez pas, je suis maladroite, c'est normal. C'est normal, je suis maladroite. » Et du coup, vous allez adopter un comportement de maladresse. Vous allez devenir ce que vous croyez à la base. Vous allez être de plus en plus maladroit parce que vous le croyez pertinemment. Donc ça, c'est un mécanisme de renforcement très nocif, la croyance. Mais je sais que vous savez comment ça fonctionne, les croyances. Donc, il faut changer ce cercle vicieux. En transformant notre croyance, nous pouvons casser le cercle. Les croyances sont donc des choix. Et définir de nouveaux objectifs et faire en sorte de les atteindre nécessite absolument l'utilisation de croyances aidantes.
il faut neutraliser celles qui nous entravent pour les atteindre. Parce que ce n'est pas votre ego qui décide, c'est vous. D'ailleurs, on le voit, hein, parfois, on se regarde penser. On se dit, ah mais, on se voit. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de penser là, n'importe quoi. Donc, c'est bien que vous pouvez venir maîtriser ce schéma de pensée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Donc, nous sommes ce que nous pensons et avec nos pensées, nous bâtissons le monde. Et c'est Bouddha qui le disait. Donc, c'est vieux. Il avait déjà compris. Donc, maintenant, on va apprendre à maîtriser. Alors, une petite aparté quand même. Donc, les croyances, effectivement, c'est une connexion neuronale. Ça peut se contrer. Maintenant, il y a des croyances qui sont liées à des blocages émotionnels, okay, des grandes peurs qui sont nées dans l'enfance. Et là, c'est ce que j'appelle un petit bébé du passé, qui parfois en plus ne nous appartient pas. C'est le cadeau de nos parents. Et là, ça demande un petit travail un petit peu plus en profondeur. Donc maintenant, apprendre à maîtriser votre énergie et vos pensées pour passer à l'action. Donc, on va avoir une méthode très simple et efficace. La toute première chose, donc pour maîtriser votre énergie et vos pensées, donc comme vous l'avez vu, c'est vos pensées qui sont génératrices d'émotions. L'émotion ne dure qu'une seconde. Par contre, les pensées que vous avez, c'est celle qui va vous mettre dans le down. Quand vous venez de subir une rupture, la douleur, elle est obligatoire. Hein. Boum, voilà, rupture. Par contre, qu'est-ce qui va être générateur de l'émotion dans le temps? C'est « Oh, mais il me manque. Oh, c'était tellement bien. Oh, et puis tout ce qu'on a vécu ensemble. Oh, et puis c'est toutes les pensées qui vont être reliées à ça. Je ne dis pas que ce n'est pas dur, hein, une rupture, mais je dis qu'on peut le maîtriser. La douleur est obligatoire. La souffrance que vous générez sur le long terme, elle est optionnelle. Donc, la toute première chose à faire, c'est changer votre physiologie. Quand vous êtes d'ailleurs, on va le faire ensemble. Là, vous êtes toutes assises, vous êtes bien là, vous êtes toutes assises. Vous allez mettre votre doigt sur le plexus solaire et vous allez l'enfoncer de 1 cm. Vous allez abaisser les épaules comme ça et vous allez mettre la tête vers le bas. Vous allez regarder vers le bas. OK. Et vous allez dire à haute voix, et vous pouvez le faire, hein, la vie est extraordinaire, j'ai une vie fabuleuse. Dites-le, hein, j'ai une vie formidable, la vie est fabuleuse. Est-ce que vous y croyez? Pas vraiment. Pas vraiment. Maintenant, vous allez lever les bras et vous allez vous lever là comme ça et vous allez dire j'ai une vie extraordinaire et c'est génial. Wouh, c'est trop bien. Est-ce que vous y croyez? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Et on peut le faire dans l'autre sens. Levez les bras au ciel, dites ma vie est pourrie, c'est un champ de ruines et je suis la plus heureuse. Est-ce que ça marche? Mais pas trop. Et maintenant, regardez vers le bas et dites ma vie est extraordinaire, c'est génial, je suis bien. Ça ne marche pas. Voilà, ce n'est pas compliqué. Par contre, si vous dites ma vie est pourrie, c'est nul, là, ça va marcher. Ça va marcher très fort. Donc, la toute première chose que vous devez modifier lorsque vous avez des downs et des pensées, des downs, voilà, c'est je me lève, je fais quelque chose. Vous êtes dans la santé, vous êtes dans le sport, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose qui peut absolument vous aider. C'est je me lève et je fais une activité au lieu de rester affalée sur mon canapé. Je peux danser, je peux me mettre à sauter sur un trampoline. Oh ouais, mais c'était vachement bien avec mon ex. Allez, je vais sortir avec mes copines. Boum! Je change ma physiologie, je change mon énergie. La deuxième chose, c'est changer le monologue. Le monologue, c'est tout ce que vous vous dites intérieurement. On a plus de 60 000 pensées par jour. 95% sont identiques à celles de la veille et 80% sont négatives. Donc, ce que vous vous dites, c'est primordial. Donc, faire très, très, très attention à votre monologue. Qu'est-ce que vous vous dites?
Quelles sont vos phrases intérieures? Quel est le petit disque qui tourne, votre leitmotiv intérieur? Et faites taire votre ego. Vos pensées, votre monologue intérieur détermine votre énergie émotionnelle. Donc, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, le leitmotiv, les phrases intérieures, ce qu'on se dit, c'est souvent relié à nos expériences du passé. Ça peut être relié à des blessures, à des choses qu'on rejoue, des schémas. Mais ce n'est pas grave. On peut aller le désamorcer. Et la troisième chose, c'est rediriger votre focus. Il faut comprendre une chose, c'est que votre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis, surtout ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi vous pensez? Un éléphant rose. Eh oui, vous pensez à un éléphant rose. Alors que si je vous dis pensez à une girafe, ben là, vous pensez à une girafe. D'accord? C'est tout simple. Il faut changer votre focus. Si vous dites, faut pas que je fasse ça, faut pas que je sois dans le down, faut pas que je sois triste aujourd'hui, faut vraiment pas que je sois triste. Mais votre cerveau, il va être concentré sur le mot triste. Parce que vous allez ne faire que penser à ça. Donc, il faut que je sois joyeuse. Il faut que je fasse des choses. Donc, votre cerveau ne comprend pas la négation. Ça, c'est absolument important à comprendre. Et c'est lui qui vous obéit. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le cerveau qui a le pouvoir sur vous. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre cerveau. Parce que souvent, on dit qu'on subit, mais non, on a le pouvoir quand même. Donc, ensuite, le focus, vous pouvez aussi vous connecter à votre pourquoi profond. Pourquoi vous faites ces choses-là? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce qui vous drive émotionnellement à l'intérieur? Pourquoi vous faites le métier que vous faites? Vous faites ce métier-là parce que vous avez envie de sauver les femmes. Moi, j'ai une mission qui est absolument… Je ne veux pas que les femmes souffrent. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des agressions quand j'étais ado et je ne veux pas ça. Je ne veux pas tout ça. Pourquoi je me suis spécialisée dans les blessures émotionnelles? C'est parce que pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une mission. C'est mon pourquoi profond. J'ai aussi un pour qui. Je veux montrer à mes enfants que ce n'est pas parce que tu tombes inlassablement que tu ne peux pas te relever. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu peux te relever. Donc, c'est se connecter à son pourquoi profond. Et tous les mots que vous employez ont un énorme pouvoir. Donc, on oublie tous les mots du style « j'ai un problème »,« c'est compliqué »,« je ne sais pas » ou « oui, mais ». Ça, c'est… Dès qu'il y a un « oui, mais », vous avez une excuse derrière. Donc, vous avez une peur. Dès que vous avez un « oui, mais », c'est une excuse. Donc, on oublie le problème, le « oui, mais », et on transforme tout de suite. Le problème, on transforme en challenge. Et le « oui, mais », on le transforme en « et si ». Et si j'y arrivais? Et si c'était possible? Et si ça ne se passait pas comme je le crois? Et si? Oui, mais c'est mon mot. Ah Mathilde, transforme. Tout de suite. Interdit le mais, effectivement interdit. Donc, lorsque vous mettez en trio ça, votre physiologie, votre monologue, votre focus, vous ne pouvez pas être dans le down. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. C'est très efficace. Vous avez un down, vous avez un truc, boum, on change la physiologie. OK pour ça? Alors, attendez, parce que… Donc, le problème n'est pas de se démotiver, c'est de ne pas se remotiver le lendemain. Notre réussite vient de notre capacité à se reprendre en main. Vous pouvez énormément vous inspirer des enfants, des bébés. Combien de fois ils se relèvent et ils chutent pour apprendre à marcher? Est-ce que vous croyez qu'ils sont concentrés sur la chute ou est-ce que vous croyez qu'ils sont concentrés sur la balle qui est sur le meuble là-bas et qu'ils veulent attraper et que rien les empêchera d'attraper cette balle et ils se relèveront jusqu'au bout pour aller attraper cette balle que vous avez pris le soin de mettre en haut du meuble? Ils ne sont absolument pas focus sur la chute, donc sur le problème. Ils sont focus sur ce qu'ils veulent. Et rien ne les détourne. Rien ne les détourne. Et ils ont, heureusement, beaucoup d'énergie, les enfants. Parce qu'ils ont une pompe à énergie. Ils nous la volent. Voilà, je préfère le préciser.
Donc, en fait, on peut tous chuter, on peut tous être dans le down. Surtout nous les femmes. Vous allez voir ça, on est hyper cyclique. Donc, on a ce petit cadeau de la nature en plus. Mais on peut toujours... C'est pas grave de tomber de son surf. L'essentiel, c'est le laps de temps que vous allez mettre pour remonter sur votre surf. On tombe tous à un moment. C'est pas grave. On se relève. Et c'est bloqué. Donc, petit tip supplémentaire. Une chose quand même qui est assez importante à comprendre, c'est que l'énergie physique et émotionnelle, vous l'avez compris, sont intimement liées. Quand on a le moral dans les chaussettes, on n'a pas d'énergie physique. Quand on n'a pas d'énergie physique, on a le moral dans les chaussettes. Donc, c'est très, très, très lié. Et ce n'est pas quelque chose d'illimité, hein. C'est quelque chose qui va dans l'équilibre. Donc, on ne peut pas être partout en même temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas et à la fois gérer son problème de couple, et à la fois développer son activité, et à la fois gérer la maladie de son gamin, et à la fois s'occuper du chien, et à la fois, je ne sais pas moi, planifier les vacances. Non, à un moment donné, on n'est pas surhumaine. Alors, si, quand même, mais on est quand même limité, hein. Donc, on ne peut pas tout agir en même temps. Il faut faire quelquefois juste une priorité sur quelque chose. Donc, juste se demander sur quelle sphère de vie, en fait, c'est important maintenant pour moi. Vous savez, quand je reçois une personne pour la première fois au cabinet, la majorité, quand je leur dis on va noter un petit peu tes sphères de vie, on va voir comment ça se passe, franchement, il y a la sphère, par exemple, il y a le couple qui est down, machin, et puis il y a la sphère loisir qui n'est absolument pas remplie du tout. Il n'y a pas la sphère non plus amicale. La personne ne voit plus personne depuis un petit moment, elle s'est fermée, elle s'est refermée. Et elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs professionnels. À un moment donné, tu n'as pas d'énergie. Donc, c'est intimement lié. Donc, qu'est-ce qui va être prioritaire à ce moment-là? C'est certainement de retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu de jeu, un petit peu d'énergie en venant remplir nos besoins fondamentaux pour ensuite faire un focus sur la vie professionnelle. Donc, il faut gérer le problème émotionnel urgentissime, mais ça se détermine, hein. C'est un petit travail, ça se détermine. Et ensuite, boum, on fait le focus sur une sphère de vie à la fois. Pas tout en même temps, ça ne marche pas. C'est pour ça que dans le Fame 360, on travaille sur toutes les sphères de vie, mais voilà, chacune se connecte à l'instant T où elle en a besoin parce qu'elle va faire un focus sur telle ou telle sphère. Ensuite, arrêtez de se comparer. Ça, c'est une perte de temps. Alors, du coup, je vais vous raconter une petite histoire qui, du coup, me concerne, qui m'est arrivée au démarrage de mon activité. J'étais dans un réseau de chefs d'entreprise et là, il y a une nana qui travaillait dans les assurances et déjà, elle me fascinait. Je la trouvais un charisme. Waouh, elle avait une prestance, elle parlait trop bien. Quand elle ouvrait la bouche, tout le monde se taisait. C'était waouh. Waouh. Et en même temps, ça m'agaçait un petit peu. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous génère une émotion, qu'elle soit positive ou négative, hein, c'est que ça vient travailler quelque chose chez vous. Très important, ça. Ça s'appelle l'effet miroir. Et du coup, elle me fascinait, tout ça. Et elle s'est lancée dans le coaching, donc dans mon activité, dans mon groupe. Ah ben alors là, mon syndrome, je vous garantis que là, ça a été mis à mal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, heureusement, j'étais coachée à ce moment-là. Comme quoi, hein, les coachs ont toujours un coach, hein, c'est obligatoire. Et du coup, elle a commencé son activité et elle a, comme ça, là, et je me suis dit, mais c'est incroyable comment elle fait. Et c'est pas juste. Et puis, je voyais qu'elle disait que des conneries en plus de coaching. Donc, je me disais, mais donc plus je la voyais faire, plus je me disais, mais je comprends pas, je suis meilleure qu'elle en fait. Mais je comprends pas pourquoi elle a plus de succès, pourquoi ça. Je comprends pas.
Je ne comprends pas. Et du coup, j'en parlais à ma coach. Je ne comprends pas. Je vois que je suis meilleure. Je vois que et elle, ça fonctionne. Elle gagne voilà, 30 000 balles comme ça. Et moi, je suis là à galérer avec mes pauvres petits 2 000 euros par mois. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Heureusement, ça a bien changé depuis. Heureusement. Mais pourquoi ça a changé? Parce que ma coach, elle m'a dit une phrase qui m'a très pertinente ce jour-là. Elle m'a dit donc, en fait, comment tu sais qu'elle réussit tout ça? Je fais parce que je regarde, voilà, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle me dit, et toi, tu fais quoi en attendant pour ton business? Je dis, oui, effectivement. Elle m'a dit, est-ce que tu n'es pas en train de perdre du temps à passer ta vie sur les réseaux, à regarder ce qu'elle fait? Je fais, oui, peut-être. Elle me dit, si tu faisais un focus sur développer ton activité plutôt que de regarder comment elle développe son activité. J'ai, c'est ça le secret. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un focus sur mon activité et ça a grimpé. Il n'y a pas de secret. Et je me suis interdit d'aller jeter un œil sur, parce qu'elle vient vraiment elle vient me challenger à chaque fois. Hein. Donc, il y a vraiment un truc à travailler. Du coup, mais par contre, parfois, quand je vais regarder, je me dis, non, c'est intéressant, je vais m'inspirer de ça. Et je ne vais pas, du coup, perdre du temps. Je vais regarder, ça m'intéresse. OK, c'est intéressant ce qu'elle fait. Comment je pourrais le transformer? Et je m'occupe de mon business. Donc, je refais un focus. Je ne perds pas. Arrêtez de vous comparer. C'est une perte de temps. Ne faites pas la même erreur que moi. Ensuite, l'énergie change selon votre cycle. Et oui, mesdames, nous avons un planning hormonal. Et oui. Donc, ça, c'est vraiment destiné qu'aux femmes. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a des hommes qui nous regardent, mais franchement, on a un planning hormonal. Il y a des périodes, et c'est tous les mois en plus, hein, parce que ça, c'est le cadeau de la nature. C'est tous les mois que ça revient. C'est-à-dire qu'il y a juste après les règles, vous allez avoir vachement d'énergie. Vous allez dire, oui, ça y est, je me décide, je vais booster tout, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, un petit peu avant le cycle. Pour certaines, c'est 10-15 jours avant le cycle. Moi, c'est une dizaine de jours avant le cycle. Eh bien, ça va être, voire 15 parfois, franchement, c'est chiant. Et du coup, ça va être, ah ouais, puis là, on va commencer à avoir des doutes. Est-ce que c'est bien ce que je fais? On va commencer à avoir des doutes, on va commencer à se poser des questions. Et puis, du coup, ces questions vont générer une émotion désagréable. Du coup, on va se mettre dans le down petit à petit. Voilà. Et après, on a nos règles. Et après, ça va mieux. Donc, on a un planning hormonal. Donc, c'est très important de se dire qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Il n'y a qu'Anaïs qui arrive à être à fond tout le temps. Les 90 Day Challenge, là, wouh! Donc, mais je suis sûre que tu as quand même des downs et que tu te fais violence parfois pour arriver à faire ces 90 d'échelle parce qu'on a un planning hormonal. Donc, c'est important de regarder votre cycle, mesdames. Regardez quelles sont les dates de vos règles et mettez en place vos objectifs pendant la période hyper up parce qu'à un moment donné, ça va vous tomber dessus. Planning hormonal. Ensuite, lâcher prise. Lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Est-ce que vous allez pouvoir changer le fait que certaines personnes vont vous critiquer? Non, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que vous avez le courage de rentrer dans l'arène. La personne qui rentre dans l'arène et qui fait face au taureau, elle est regardée par tous les spectateurs. La majorité des gens sont spectateurs de leur vie. Donc oui, vous descendez dans l'arène. Donc, vous allez être critiqué. Et c'est chouette la critique. Parce que si vous êtes critiqué, ça veut dire que vous êtes vu. Donc, c'est chouette. Donc, soyez content d'être critiqué. Alors, bien évidemment, je dis ça, mais c'est absolument pas agréable. Il m'est arrivé de recevoir un commentaire sur 100 super et ça m'a trotté dans la tête pendant 3 semaines. Je me disais, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Mais c'est un enfer, ce truc. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si je vous fais ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un point? Eh bien oui, vous ne voyez pas toute la feuille blanche autour.
Notre cerveau est paramétré à regarder ce qui ne va pas. Donc, sur 100 commentaires super sympas que vous allez avoir, il y en a un qui va être pourri. Votre cerveau, il va faire un focus là-dessus. Et donc, c'est là que vous avez tout intérêt à vous reprendre sur votre monologue, à changer votre physiologie et à changer votre focus. C'est quoi mon prochain post? C'est quoi ma prochaine action? Et j'arrête de penser à ce commentaire pourri. OK? Et ensuite, célébrez vos victoires, tout simplement pour activer l'hippocampe, qui est le cerveau de la récompense et de la motivation. Donc, on se fait du bien, on se fait plaisir, on célèbre les victoires, on danse, on s'offre un cadeau, on fait comme le chien qui attend son sucre. C'est pareil, on se donne un sucre. Voilà, on célèbre nos victoires parce qu'en plus, on le mérite. Bordel! Franchement, on est cyclique. On a 10 fois plus de challenge émotionnel à relever qu'un homme. Donc, on est vachement plus forte. Désolée s'il y a des hommes. Anaïs, il y en a? Je ne sais pas. Bon, ok. Mais les hommes ont leur challenge aussi. Hein. Vraiment, ils ne sont pas gâtés, hein, les hommes, en ce moment. Hein. Ça viendra après. Michel. Ah, pas grave. Bonsoir, Michel. Du coup, mais Michel, tu as d'autres challenges. Et toi, ça va être sur l'énergie féminine qu'il y a en nous, l'énergie masculine qui est un petit peu trop. Donc, il y a d'autres challenges dont on va parler un tout petit peu après. Il travaille avec des femmes, alors c'est peut-être qu'il a peut-être une bonne énergie féminine et dans ces cas-là, c'est un warrior. Et il est mis à l'honneur et tout à son honneur de travailler avec des femmes. Moi, j'adore les hommes qui travaillent avec des femmes parce que c'est des hommes qui ont vachement d'empathie, vachement de sensibilité en général et qui comprennent énormément les femmes. Ils ont beaucoup d'énergie féminine et on a besoin de ce genre d'hommes. Donc, merci de travailler avec des femmes. Donc, n'oubliez pas que rien n'est inéluctable, sauf la mort. Ça, c'est une phrase que ma mère me répétait tout le temps. Elle me disait, Sam, rien n'est inéluctable, sauf la mort. Quand je pleurais, que j'étais pas bien, elle me conseillait, elle me disait, écoute, tant que tu respires, tant que tu te lèves le matin, tant que tu as une deuxième chance. Donc, tout est modifiable. Tant que vous n'êtes pas morte. Et je vais même vous dire un truc. Souvent, on me dit, oui, mais je ne comprends pas. Moi, mes émotions, elles sont un peu comme ça, là. Voilà, un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien, un coup, c'est chouette, un coup, c'est... Voilà, c'est mes émotions, c'est un peu comme ça. Ça vous parle? Ouais. Le jour où vous serez comme ça, vous serez morte. Donc, c'est bien ça. Vous êtes vivante. C'est normal d'avoir des émotions. C'est humain. Plus vous allez les accepter et plus elles vont vous traverser et elles seront agréables et vous allez pouvoir vous en servir de moteur. Donc, la seule chose qui vous limite, c'est votre cerveau et votre ego, vos petits blocages émotionnels, vos peurs, et que vous bénéficiez de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est votre capacité à modifier les schémas neuronaux que vous avez ancrés depuis des années. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'enlever un schéma neuronal qui est installé depuis 40 ou 50 ans plutôt que quand on est pris à 13-14 ans dans le cabinet d'un psy. Ça va beaucoup mieux. On va beaucoup plus vite quand on est adolescent parce qu'on n'a pas tous ces schémas, on n'a pas tous ces conditionnements. Donc, mais c'est faisable, c'est carrément faisable. Et vos émotions peuvent être des moteurs. En parlant de moteurs, comment on fait? Alors, il faut comprendre. Donc, les émotions, il faut les voir comme une voiture. Donc, de quoi la voiture a besoin pour avancer dans la vie? Elle va avoir besoin, donc admettons, on a la carrosserie, c'est votre corps. Voilà, vous avez votre moteur, vous avez votre carrosserie, vous avez tout ça. Et de quoi vous avez besoin? Vous allez avoir besoin, d'un frein. D'accord? Vous allez avoir besoin d'un frein pour... donc, ah oui, j'ai oublié de poser une question. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a des émotions positives et négatives?
Est-ce que vous pensez qu'il y a des émotions positives et négatives? Je regarde dans le chat. Eh bien non. Elles sont toutes utiles. Elles sont uniquement là pour vous dire que vous avez un besoin. Elles sont toutes utiles. Donc, voyez ça pour en revenir à la voiture comme une voiture. Vous allez avoir besoin d'un frein pour éviter les obstacles, pour éviter un accident. D'accord? Est-ce que c'est utile, un frein dans une voiture? Ouais, c'est carrément utile. Ben, le frein, ça va être la peur. Utile ou pas? Ben oui, parce qu'on n'a pas envie de se prendre un accident. Heureusement que vous avez peur parfois. Ensuite, on va avoir besoin d'un embrayage pour passer les vitesses. Parce que même les voitures automatiques ont un embrayage. Donc, les vitesses, ça va vous permettre d'avancer ou de reculer. Et bien, l'embrayage, ça va être la tristesse. La tristesse, c'est ce qui vous permet de passer la vitesse, d'avancer ou de reculer. Est-ce que c'est utile ou pas? C'est un petit peu ce qui nous sert d'acceptation. Ça sert à mettre de la douceur. Ça sert à accepter les choses. Ça, c'est la tristesse. La joie, c'est le carburant. Si vous n'avez que de la joie, que vous n'avez pas de frein, que vous n'avez pas d'embrayage, vous n'allez pas bouger, en fait. Et le frein, l'accélérateur, c'est la colère. La colère, c'est la seule et unique émotion qui vous fait prendre une décision irrévocable. Ça, plus jamais. Et vous avancez. Utile ou pas? Très utile. Je vous donne un autre exemple qui m'est arrivé, qui était très intéressant. Quand, pareil, au démarrage de mon activité, je suis rentrée dans un coaching parce que ça ne démarrait pas, je ne savais pas, voilà, je n'avais pas de stratégie, je ne savais pas. Voilà. Et je suis rentrée dans un coaching et je discutais du coup avec ce coach-là et j'ai cette idée de ce programme, Fame 360. J'ai cette idée-là. Et je lui en parle, tout ça, et je commence à exploser d'idées. Je me dis, on pourrait faire ci, ça et tout. Il me dit, ouais, carrément, écoute, pourquoi pas, de toute façon, moi, je crois en toi, tu as l'énergie, tu peux le faire, etc. Je dis, cool, trop bien. Donc là, moi, trop bien, trop motivée. Il me dit, vas-y, étudie-le et tout ça, et tu reviens la semaine prochaine. Et donc là, moi, je fais tout le plan, je fais le truc, je fais machin, je fais le truc génial. Je suis en ébullition, je suis la plus heureuse, je suis en joie. C'est tout mon projet est plein, là, comme ça, c'est trop bien. Je lui montre, je lui explique, je suis trop bien, tout ça. Et il me dit, non, mais je crois que tu ne vas pas y arriver. Non. J'ai cru, mais non, je ne pense pas que tu aies les capacités de le faire. Ah, ça m'a tuée. Ça m'a tuée. Il m'a planté un couteau dans le cœur. Je me suis effondrée. J'ai pleuré ma vie pendant 2-3 jours. Heureusement que je maîtrise les émotions, que je maîtrise mes pensées et que je comprends mes émotions, que je les laisse me traverser et que je les écoute et que j'écoute mes besoins. Donc, je me suis laissée traverser par ça et je me suis dit, attends, Sam, tu connais le principe. Transforme. Je dis, c'est quoi qui te fait accélérer? C'est la colère. J'ai dit, mais c'est pas ce petit con de 23 ans qui va m'apprendre la vie. Non, mais je vais lui montrer que je peux le faire et il va se fourrer le doigt dans l'œil. Voilà, je vais lui montrer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en colère. Pas contre lui. Je me suis mis en colère pour moi, pour mon projet. J'ai dit, putain, je vais le faire parce que je le mérite, parce que les femmes le méritent et parce qu'il n'aura pas raison. J'aurais pu, effectivement, driver ma colère vers lui en lui disant, espèce de connard, pour qui tu te prends? Est-ce que ça m'aurait servi? Absolument pas. Ça aurait juste exprimé un truc qui n'aurait servi à rien, qui m'aurait mis dans un état hyper désagréable, qui aurait créé un conflit, qui aurait servi à rien de toute façon. Donc, j'ai drivé ma colère. J'ai dit, OK, ça va me servir pour mon projet et je vais y aller à fond et je vais lui montrer à ce petit con de 23 ans qu'il avait tort. Et du coup, quand c'est bon, j'ai dit, OK, donc je suis revenue, je crois,
3 semaines après, avec du coup 15 personnes dans le programme. Et je lui ai dit, voilà, il y a 15 personnes. Il m'a dit, ah, je suis impressionnée. Et je lui ai dit, je te remercie. Je te remercie parce que tu ne m'aurais pas dit que tu ne croyais pas en moi. Je ne l'aurais pas fait. Je ne serais pas allée où. Donc, vous pouvez driver toutes vos émotions. À partir du moment où vous pouvez vous en servir. Vous pouvez véritablement... Votre peur, les peurs, servez-vous-en de GPS. Moi, je sais que maintenant, dès que j'ai peur de quelque chose, c'est que c'est là que je dois aller. J'ai peur d'avoir cette discussion inconfortable avec quelqu'un. C'est ce que je dois faire. J'ai peur de faire cette action parce que j'ai peur d'être critiquée derrière. C'est ce que je dois faire. Votre peur, c'est le GPS. Donc, reconnaissez la peur, acceptez-la, dites-lui merci d'être là, merci de vouloir me protéger, mais là, tu ne me sers pas. Je vais quand même venir, je vais quand même y aller. Merci. Beaucoup de reconnaissance envers les émotions. Il n'y en a aucune négative, tout utile. Ensuite, pour driver les émotions, on a aussi un facteur dont on peut se servir, c'est les énergies féminines. Je n'ai pas regardé l'heure, Anaïs. On est dans les temps ou... Tu peux y aller, ça me continue. Je vais faire vite. Donc, il y a les énergies féminines et masculines qui sont à votre service. L'énergie féminine, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie du rêve. C'est l'énergie de la féminité, la sensualité. C'est... Voilà, on crée des choses. C'est créateur. L'énergie féminine, on est dans la pensée, dans l'analyse, dans « ah oui, qu'est-ce que je pourrais imaginer ?» etc. Donc, voilà, c'est très bien, l'énergie féminine. Mais il ne se passe pas grand-chose au niveau des actions. L'énergie masculine, c'est celle qui va rentrer en action, c'est celle qui prend des décisions, c'est celle qui acte les choses, qui prend les actions. Donc, c'est cette juste dose. Un chef d'entreprise qui est que dans le faire, que dans l'action, etc., il est rentré dans l'énergie féminine pour créer son entreprise. Donc, il a dû y réfléchir, il a dû y penser. Et on a besoin de cet équilibre-là. On a besoin de savoir jouer de ces deux énergies. Il y a un temps pour réfléchir, trouver la stratégie, rêver, visualiser. Il y a un temps pour ça. Et il y a un temps pour passer à l'action. Et vous pouvez vous servir de cette énergie masculine. On a les deux en nous et c'est une question d'équilibre. Vous pouvez tout à fait les utiliser. Et ensuite, priorité aux priorités, tout le monde connaît la loi de Pareto, 20% d'actions, 20%, je commence à perdre mes mots, il est 22h15, ça y est, c'est fini. Donc 20% d'actions et 80% de résultats à partir du moment où ces actions sont les priorités des priorités. Donc, priorité aux priorités, tout simplement, à fond. Vous savez que c'est l'action qui doit être faite, vous la faites, point. Moi, j'ai sur mon tableau, mon tableau là, que je regarde tous les jours, il y a marqué TCQDEF. Il y a marqué tout ce qui doit être fait. TCQDEF. Je sais ce que ça veut dire. TCQDEF. Je regarde, je fais OK. Est-ce que tu as fait ton CQDEF? Non? Bon, allez, énergie masculine, on y va. Fou! On passe à l'action. Et puis après, on n'y pense plus et on arrive. Je me mets en énergie, je change ma physiologie, je change mon monologue. Ah non, j'ai pas envie. Et j'y vais. Donc ça, vous pouvez tout à fait le driver. Donc, les grandes étapes pour passer à l'action efficacement en acceptant les émotions, c'est comprendre ces émotions. Donc, cette année, en 2022, vous commencez à reconnaître vos émotions, à les comprendre, à les être dans le vrai, regarder la vraie vérité, tout ça. Ça, vous commencez les prises de conscience, tout ça. Ensuite, vous changez votre PMS, votre physiologie, votre monologue, votre focus. Vous le changez dès à présent. Ensuite, vous stoppez le mental, vous vous écoutez et vous passez à l'action. Devenez intolérant à l'inaction. On doit devenir intolérante à l'inaction parce que franchement, on mérite mieux que ça. D'où on vient, je vous garantis, nous les femmes, d'où on vient, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire, on n'avait pas le droit d'avoir un nom, on ne pouvait pas travailler, enfin merde quoi. Donc, on mérite d'être dans l'action et d'avoir des résultats. Et du coup, 2023, 2024, 2025, je vous invite à ce qu'on se rejoigne aux Maldives et on boit tout un cocktail, si ça vous tente. Ça vous tente d'aller boire un cocktail aux Maldives? Moi, oui. Top. Est-ce qu'on s'engage à faire ça?
Est-ce qu'on s'engage? Vous pouvez prendre des engagements. Les engagements, c'est top. C'est ce qui vous permet, vous pouvez prendre des engagements auprès d'autres personnes. Parce que plus vous vous engagez auprès d'autres personnes et plus votre ego va se mettre en marche. Il va dire, bah non, je ne peux pas décevoir. Ah ben non, je me suis engagée. Bah merde. Il recherche à être dans le confort. Vous pouvez vous en servir de votre ego. Donc, vous connaissez toute cette phrase. Faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Bonne chance à toutes et merci d'avoir suivi cette conférence. Merci à toutes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je crois qu'on n'a pas le temps. Si tu veux, on peut passer juste sur quelques questions. Il y en avait des super, super intéressantes. Et alors, les premiers qui noteront les questions pourront avoir les questions répondues. Je note déjà la question je pense que c'était Aurélie tout à l'heure. Je note ta question dans le chat. Et si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant, on les prendra dans l'ordre. On reste juste jusque 30, ça va? Pour moi, c'est bon. Ok. Voilà la question, je te l'ai envoyée dans le chat. Alors, attends, ça va trop vite. Ah, ben merci à vous d'avoir suivi, vraiment. Alors, en tant que parent, quelle attitude à adopter afin que nos enfants n'aient pas ce type de pensée plus tard, afin qu'ils se sentent bien, du coup, et arrivent à leur âge adulte avec des armes et non des fardeaux? Quelle belle question, Aurélie. La première, alors, ils ont quel âge, tes enfants? Ce serait la première question. Quel âge ils ont, tes enfants? Parce que selon les âges, alors il faut comprendre que les blessures émotionnelles naissent entre l'âge de 2 et max 12 ans. Donc, si ce sont des petits-enfants, il se peut qu'ils aient… Ah oui, on enlève le partage, tu as bien fait. Du coup, il se peut qu'ils aient développé des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, ce n'est pas forcément que dû au… Alors déjà, oui, tu peux faire très attention aux mots que tu emploies. Les mots ont un taux vibratoire énorme. Comme tu l'as vu, tu peux éviter de dire des mots. Tu peux faire très attention à tes propres croyances que tu peux transférer à tes enfants. Si par exemple, moi, je sais que le père de ma meilleure amie, quand on se retrouvait, il disait souvent la vie, c'est comme une tartine de merde. Tu en manges un petit bout tous les jours. Et je vous garantis que grandir avec ça, c'est pas simple. Parce que du coup, elle mangeait une tartine de merde. Pour de vrai, franchement, enfin, au sens pas littéral, mais vraiment, il lui arrivait que des merdes. Elle mangeait une tartine de merde. Et je lui disais, mais tu te rends compte? Elle me disait, non, mais c'est normal, elle est comme ça, la vie. Non, elle avait une grosse croyance. Grosse croyance. Mais pourquoi? Parce que son père l'avait lui-même. Parce qu'il avait vécu des difficultés. C'était sa blessure, c'était sa croyance, c'était sa problématique. Et en agissant sur lui, il aurait pu agir sur son enfant. Donc, la première chose, c'est comme toutes ces petites croyances aussi, où on vous dit profite. Vous savez, quand vous êtes heureux, que tout se passe bien, profite. Hein, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est une croyance de merde. Ça veut dire le bonheur est éphémère. Attention à ce qui va t'arriver après. Et là, vous grandissez avec cette idée que si vous êtes heureux, attention, ça ne va pas durer. Donc, on va même au niveau du comportement, comme je vous l'ai montré dans le schéma des croyances, on va venir adopter un comportement pour renforcer la croyance de départ, mais on ne va pas s'autoriser le bonheur. Parce qu'on aura tellement peur derrière d'y accéder, d'avoir mal en fait, de l'avoir connu et d'avoir mal après, qu'on va s'empêcher d'y accéder. Donc, la toute première chose que tu peux faire avec tes enfants, c'est faire très attention à tes propres croyances, de ne pas leur transférer. C'est être juste vigilante, juste attentive aux phrases que les enfants te disent. Donc, je ne sais pas quel âge ils ont du coup. J'ai pas… T'as mis la réponse ou pas? Non. Du coup, mon fils a 3 ans et demi. Il est petit tout. Il est petit, mais ça démarre à partir de 2 ans. Donc, dès maintenant, on fait attention à notre comportement, notre physiologie aussi, hein, la manière dont on se comporte. Si tu es tout le temps en mauvaise énergie ou que toi-même tu es triste, l'enfant, il peut développer le syndrome du sauveur. En disant, moi, je ne veux pas que ma maman soit triste. Donc, du coup, tu vois, il peut se mettre en joie, être une boule d'énergie, tout ça pour sauver maman. Et du coup, ça va faire quoi plus tard? Il va s'être collé un sourire
pas vrai sur le visage, il va avoir cette impression d'avoir un masque et en fait, il va être super mal à l'intérieur parce qu'il n'aura pas exprimé les bonnes choses au bon moment, il n'aura pas traversé ses émotions. Donc, tu peux tout à fait, voilà, sans être focus là-dessus, hein. Encore une fois, on ne focus pas sur les mauvaises choses, on focus sur les bonnes choses, on focus sur le fait de dire des choses qui sont bien pour tes enfants. Pas être dans la paranoïa de « Ah, il ne faut pas que je transforme mes croyances ». Non, juste être attentive, juste reconnaître quand il y a une petite croyance chez son enfant, qu'il y a une petite phrase qui sort, ou même toi, quand tu as une petite phrase qui te vient, dis bon, ok. Et juste commencer par reconnaître tes véritables émotions et les exprimer. On peut tout à fait. Il y a beaucoup de mamans qui s'empêchent de pleurer, par exemple, devant leur enfant, en disant non, il faut leur montrer qu'on est fort. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on fait ça, quand on ne montre pas à ses enfants que parfois on tombe, ben en fait, quand ils vont grandir, ils vont commencer à se comparer. Ils vont dire, attends, mais ils vont se confronter à la vie, ils vont vivre une rupture, ils vont vivre, je sais pas, ils vont se faire licencier, peu importe, je sais pas. Et du coup, ils vont dire, je suis mal, moi. Mais ils vont commencer à se comparer aux parents. Ils vont dire, mais comment ça se fait? Ma mère, elle était forte, mon père, il était fort, et moi, je suis une merde, en fait. En fait, moi, je sais pas, je suis une merde. Et il va commencer à se dénigrer lui-même, se détester, penser qu'il est moins fort. Et il va développer donc vraiment une mésestime de lui. Donc, on peut pleurer devant son enfant en lui disant, bah oui, voilà, j'ai une émotion. C'est naturel, l'émotion. Voilà, je pleure, je suis un peu dans le down, etc. J'ai besoin de lâcher un peu, voilà, je me laisse traverser. En gros, je me laisse traverser. Je ne dis pas comme ça, il va rien comprendre. Mais voilà, je pleure, c'est OK. Mais t'inquiète, mon chéri, demain, ça ira un petit peu mieux parce que voilà, c'est nécessaire. Je suis humaine, voilà. Et quelquefois, il y a des jours avec, quelquefois, il y a des jours sans. Et voilà, et c'est pas grave, mais on se relève. Donc simplement, s'écouter et transmettre les bonnes choses. Et effectivement, Elisabeth, tu peux aller. Effectivement, il y a des nœuds. Notre corps a une. Effectivement, moi, je travaille beaucoup sur les mots MAUX du corps, sont des mots de l'esprit. Effectivement, notre corps est un merveilleux outil. Quand vous avez mal quelque part, c'est un véritable signal. Hein. Il est magique, votre corps, il sait tout. Si vous l'écoutez, vous avez de fortes chances de trouver ce qui cloche et d'aller le désamorcer. Depuis que j'ai commencé l'activité, j'ai beaucoup d'émotions qui m'arrivent toujours en fin de mois et elles sont parfois très dures à gérer parce que je les ressens comme une surcharge émotionnelle. Quand j'ai commencé à me poser des questions pourquoi ça m'arrive toujours quelques jours avant la fin du mois par rapport aux objectifs que je me suis fixés, je pense que c'est lié à mes croyances limitantes et la peur du succès et le fait que je me répète trop que pourquoi moi j'y arriverai. Est-ce que pour toi c'est lié à des croyances limitantes? Alors il y a plein de choses. Déjà, je pense que tu te poses trop de questions. Déjà, là, tu te poses trop de questions. Là, tu es en énergie féminine, tu vois. Là, ça tourne en boucle. C'est pourquoi. La toute première chose à faire, c'est transformer les pourquoi en comment. OK, pourquoi j'ai autant de pensées, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, c'est OK. Comment je fais pour apaiser ça? Comment je fais pour transformer ça? Comment je fais? Juste on modifie le focus. Être vigilant. Alors, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans l'activité en fin de mois? Parce que, ouais, Naïs, je te vois faire oui de la tête. Clôturer les objectifs. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle la pression. C'est ce qu'on appelle la pression. Donc, du coup, par contre, c'est la pression que l'on se met soi-même au fait de... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être, hein, je ne sais pas, une peur de te décevoir si tu n'atteins pas tes objectifs? Ou alors une peur de l'échec? Voilà. La peur de se décevoir, elle est terrible. Elle est terrible, la peur de se décevoir. Elle est complètement limitante. Et ouais, la peur de se décevoir, elle est terrible. Moi, j'avais une véritable peur de me décevoir moi-même. Du coup, ce qui faisait que je ne faisais rien. Je faisais rien. Mais je me trouvais tellement d'excuses. En fait, c'était pire que ça. J'avais peur, en fait, j'avais peur de faire les choses. Parce que si je faisais les choses à fond, que j'y mettais tout mon cœur, toute mon âme, toute mon énergie, et que j'y arrive pas quand même, en fait,
j'en serais venue à la conclusion que ouais, en fait, j'étais nulle. Et ça, c'était insupportable pour moi. Mais je n'ai pas mis le doigt dessus tout de suite. Hein. Attention, hein. J'ai beaucoup travaillé ça. Hein. Je me suis beaucoup demandé, c'est quoi le mécanisme qui fait que tu ne fais pas, en fait. Je ne faisais jamais. Je préférais ne pas faire. Ou je préférais dire ça ne m'intéresse pas plutôt que d'essayer. Voilà. Je ne préférais pas faire. Donc, oui, mais tu vois, regarde, ça se soigne, hein, Inès. Ça se soigne. Maintenant, je gagne très bien ma vie, je m'éclate dans mon job. Franchement, ça se soigne. Ça passe par accepter aussi sa part d'ombre. Ça passe par regarder en face la peur. Je vais vous donner un autre exemple. On a encore 5 minutes ? Non, on n'a pas 5 minutes. 1 minute. Je vais vous donner un autre exemple alors là, du coup, c'est les croyances financières. Okay, donc, je suis partie faire un séminaire justement pour casser les croyances financières. Et j'ai depuis des années un véritable conflit avec ma maman puisque du coup, elle est très bipolaire, donc elle m'insulte d'un coup. Enfin, c'est un peu énergivore. Et en fait, elle a toujours dit que tout le monde lui a mis des bâtons dans les roues, qu'elle n'y est pas arrivée et puis elle s'autodétruit tout le temps, qu'elle était nulle, voilà, mais c'était toujours la faute des autres. Mais qu'elle était nulle, etc. Et à un moment donné, quand j'étais dans ce séminaire, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je me rappellerai toute ma vie, j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à déclencher ? Comment ça se fait que je n'arrive pas à gagner ma vie ? Ça a l'air comme ça, là. Ils ont l'air de dire que c'est facile. Et pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Eh bien, à ce moment-là, j'étais dans ma chambre d'hôtel, elle m'a envoyé un message. Mais un message, comme d'habitude, horrible, un pavé d'insultes, de toute façon, tu es une mauvaise mère, de toute façon, si, tous les trucs. Et en fait, j'ai regardé ce message et j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, je ne voulais pas réussir. Je ne voulais pas gagner d'argent. Parce que si je gagnais de l'argent, si je développais mon entreprise, en fait, j'allais valider le fait qu'elle était une merde. Ce n'est pas moi qui allais lui dire, mais c'est comme ça qu'elle allait le prendre. Et il a fallu que j'accepte d'être la méchante à ses yeux, que j'accepte. Et c'est pas ce qu'un enfant veut. Aucun enfant n'a envie de faire mal à sa maman. Mais du coup, je savais que ça lui ferait mal, de savoir que je gagnais ma vie, que je pouvais, que je réussissais quelque chose alors qu'elle n'a jamais réussi. Donc, c'était très dur, mais voilà, donc c'est un peu comme ça, en fait, que ça fonctionne, nos petits blocages émotionnels. Ouais, c'est accepté. Je t'en prie, Nolwenn. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais ça se soigne. Voilà, c'est ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est que ça se soigne. Voilà, on peut tout traverser. Franchement, on peut partir de très bas, de très loin. On peut se faire violer, on peut avoir du harcèlement scolaire, on peut faire des burn-out, on peut faire plein de choses, mais on a énormément de force en nous et nos émotions sont un des piliers pour transformer tout ça et transformer votre vie. Vous devez, c'est non négociable, vous devez apprendre à les comprendre, à les aimer, à les accepter et à vous en servir. C'est tout. Voilà, ce sera mon petit mot de la fin. Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Sam, pour cette superbe soirée. Merci à vous. Beaucoup de bienveillance et beaucoup de beaux messages pour toi. N'hésitez pas à suivre Sam sur les réseaux. Elle fait des lives tous les jours pour donner des conseils par rapport aux émotions, aux croyances. Elle donne énormément de contenu gratuit. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Et je te remercie encore. C'était vraiment génial. Et j'ai l'impression que beaucoup ont su avancer déjà ce soir, ou en tout cas, tu as pu leur donner les outils pour pouvoir avancer. Donc, je te remercie. Merci à vous toutes et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci, belle soirée. Bonne soirée.